Sa voix porte à la radio, à la télévision, très écoutée. Sonia Mabrouk écrit un nouvel essai et, comme à chaque fois c'est un événement, Sonia, s'appelle Insoumission française. Des coloniaux, écologistes radicaux, islamo-complotistes, les véritables menaces contre la France. Ce matin, il y a un portrait de vous dans Libération qui est intitulé « Directrice de la réaction » et qui dit que vous êtes une fer de lance de la droitosphère. Ça, vous l'acceptez, ce genre de qualificatif ? Non, je ne l'accepte pas parce que c'est une assignation à résidence politique, etc. J'accepte aucune assignation à résidence. Et c'est ça ce qui est dit dans le livre. C'est pourquoi me faire porter, selon des lunettes idéologiques, le combat des autres. Moi, modestement, je porte le mien, mais je n'ai pas à être dans un camp ou dans l'autre. C'est très facile, évidemment. Le journaliste dit « Ah, c'est l'égérie de Valeurs Actuelles, c'est l'égérie des journaux de droite ». Eh bien, Libération fait le portrait, voilà. Oui. On répond. Moi, mon objectif, c'est, voilà, j'ai répondu à tout le monde. Certains n'acceptent pas de répondre à Libération. Au contraire, moi, j'y suis allée avec la ferveur, j'allais dire, de quelqu'un qui défend ses idées. Et j'y ai vu plutôt une ferveur radicale en face de moi. C'est dommage, je trouve. C'est dommage de ne pas avoir cet échange, tout simplement, sans a priori, sans idéologie. Qu'est-ce qu'on dit de vous, finalement? On vous renvoie à la Goulette, on vous renvoie à la Tunisie. Ah non, ça, j'en suis fière. Ça, les origines, je les garderai toujours. La Goulette, c'est là où je suis née. Mais c'est pas tellement ça. Les origines, je les porte et moi, je suis une ferveur défenseur ou de l'intégration ou de l'assimilation. J'y vois pas beaucoup de nuances, mais ce que je n'aime pas, c'est l'assignation dans un camp identitaire. Pourquoi la droitosphère? Ça renvoie d'ailleurs à la fachosphère. Donc tout simplement, ça suffit. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses qui tombent sous le sang, c'est pas parce qu'on aime aujourd'hui la France qu'on ne va pas être victimisé, qu'on doit être dans un camp ou dans l'autre. Est-ce que c'est encore possible de le penser, de le dire? Vous dites, en fait, est-ce que c'est encore possible d'aimer la France et de le dire? Tout simplement. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas aujourd'hui? Non, c'est pas alors on peut, heureusement, fort heureusement, et je l'ai dit à votre micro et à d'autres, mais on est immédiatement, en dehors d'un cercle de la respectabilité. Si vous le dites, c'est que vous êtes considéré comme un patriote, ce qui devient un très grand mot. C'est tabou aujourd'hui. Alors, il faut quoi? Il faut haïr la France, il faut la considérer comme une mère marâtre, etc. Moi, je considère que c'est un pays qu'on doit sublimer, sans rien occulter ni cacher des zones d'ombre, évidemment, mais qu'il y a des parenthèses lumineuses dans notre histoire, dans notre pays, qui doivent être mises en avant. Oui. Alors, on parlait justement de vos origines, Sonia Mabrouk. On va dire, vous êtes différente de celles qui, au nom de leurs origines, finalement, tiennent un discours complètement opposé au vôtre, dont vous parlez d'ailleurs dans ce livre, je pense à Assa Traoré ou à d'autres, finalement, ce discours racialiste, identitaire, indigéniste. C'est parce qu'elles tiennent un discours politique et idéologique à des visées qui ne sont pas les mêmes. Moi, je n'ai pas d'autre, objectif que de dire voilà pourquoi j'aime ce pays, voilà pourquoi je défends son histoire, sa culture et même la civilisation. Moi, j'ai pas, la prétention de représenter une autre personne que moi-même. Je ne parle pas au nom des autres. Le problème d'Assa Traoré et de ces autres icônes, c'est qu'elles parlent toujours au nom des autres. Elles veulent représenter les autres, toujours les victimes, et toujours ces mêmes victimes. À un moment, ça suffit. Oui, ça veut dire qu'au fond, quand on a des origines, comme c'est le cas d'Assa Traoré, comme c'est votre cas, on devrait finalement ne pas aimer la France ou se sentir quelque part victime? C'est la culture de la contrition permanente, de la contrition collective. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut taper, il faut frapper, il faut tomber à bras raccourcis sur la France. Parce que c'est vrai qu'il y a une histoire coloniale et personne ne le nie. C'est vrai qu'il y a des zones d'ombre. C'est vrai qu'il faut toujours un travail sur la mémoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatique. Il faut qu'il y ait une repentance qui soit perpétuelle. Ça, je pense que c'est une manière erronée de voir les choses et une manière aujourd'hui imbibée d'une idéologie. Moi, c'est ça qui me gêne, vous voyez. J'aime la confrontation d'idées, l'émulation des idées, mais aujourd'hui, il n'est plus possible de parler. Il n'est plus possible de dire en France qu'on aime ce pays parce que c'est l'école de la République, parce que c'est comme ça qu'on a appris à l'aimer, par les lectures, etc., sans se voir justement traité de... alors, droitosphère, c'est encore soft, hein. Oui, il y a des attaques encore pires. C'est-à-dire qu'au fond, on ne va pas dire, mais vous êtes pratiquement dans un camp qui serait absolument infréquentable. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous dites cela, vous êtes zémorisé, extrême droitisé. Mais en fait, c'est très simple. En réalité, l'idée, c'est d'anesthésier le débat. C'est de ne pas vous entendre. Oui. On vous renvoie à Zemmour. On dit voilà. On vous renvoie de manière générale à une nébuleuse d'extrême droite, tout simplement. Mais il suffit de dire quand même, il faut se rendre compte du niveau du débat dans lequel nous sommes. Moi, dans ce livre, qu'est-ce que je dis? Je dis c'est dommage d'essayer de déconstruire l'histoire
l'histoire de notre pays et ce qu'incarne notre pays en essayant de créer des catégories victimaires par le prisme de la race, par le prisme de la religion, etc. Est-ce que ça vous paraît complètement, je veux dire, en dehors de tout bon sens? Moi, ça me paraît être le bon sens commun et de le dire aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est ça qui est inquiétant. Oui, oui. Un petit mot quand même sur ce terroriste Jamel Gorshan qui venait de Tunisie, 10 ans sans papier, finalement il obtient un titre de travail et il finit par assassiner cette jeune femme Stéphanie dans un commissariat. C'est l'intégration, l'immigration que l'on met en cause là dans cette affaire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un lien entre immigration et terrorisme. C'est impossible de le nier aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un fait. Cet individu, ce terroriste, est entré par les filières migratoires, de manière illégale d'ailleurs, et on voit qu'il y a quand même une sorte de promotion à la violation de la loi, puisqu'il obtient 10 ans après des papiers. Ce qui est terrible, c'est que ça jette l'opprobre sur tous ceux qui rentrent illégalement, mais qui pendant des années vont vraiment travailler, vouloir s'accomplir dans le pays et créer une famille, etc., pour ensuite avoir des papiers. Ça veut dire qu'il aurait dû être expulsé? Mais écoutez, c'est quelqu'un qui porte en lui la haine de la France. Comment on peut garder des gens ainsi dans son propre, dans un pays dont on veut défendre, je veux dire, l'identité, la culture et la civilisation? C'est impossible. Oui. Bien sûr qu'il fallait. Donc vous dites au fond, il y a peut-être la justice, je ne sais pas, qui serait d'une certaine façon complice de ce que finalement la France affronte aujourd'hui, le terrorisme? Moi, je pense que la riposte juridique et technique ne suffit pas. On va nous dire énième projet de loi, je crois que c'est le 26e en quelques années. Franchement, c'est très bien. Plus on met de garde-fous juridiques et plus on renforce notre renseignement, c'est une chose positive. Mais ça passera par un combat culturel. Et ce n'est pas un mot vide de sens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui laisser prospérer des idéologies qui, matin, midi et soir, vous servent un poison mortifère pour le pays. Ce n'est pas possible. Cela arme le bras de ces terroristes. C'est comme ça. On peut le déplorer, mais tous ceux qui disent que la police est raciste de manière systématique, tous ceux qui disent que les policiers sont violents de manière intrinsèque, mais ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Là, vous dites qu'il y a une responsabilité, une co-responsabilité dans cet acte terroriste. Pendant des années, nous n'avons pas vu le bras idéologique du terrorisme. On a pensé qu'il suffisait, malheureusement, de prendre un couteau ou autre pour aller tuer. Mais derrière, il y a une construction. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce phénomène de radicalisation. D'ailleurs, on n'a jamais compris même la déradicalisation. Cet espace, ce sas noir, on ne l'a pas compris. Et on ne le comprendra que si on admet qu'ils sont armés par des idées et des idéologies qui prospèrent aujourd'hui en France. En France, il ne faut pas aller les chercher dans d'autres pays. On voyait que ce terroriste, sur les réseaux sociaux, suivait un certain nombre de personnalités, likait, comme on pourrait dire, un certain nombre de personnalités. Évidemment, ne sont pas responsables de ce qui arrive. Mais tout de même, ça interpelle peut-être ce qu'on dit aujourd'hui, l'islamo-gauchisme, ou une certaine tolérance à l'université ou ailleurs, pour ces thèses. C'est exactement ça, c'est ce discours victimaire qui dit que la France doit être rejetée, que la France finalement aujourd'hui est un ennemi, mais les ennemis de la République en fait on les a identifiés depuis longtemps. On les a nommés, on les a appréhendés, il ne reste plus qu'une seule chose et qu'un seul pas qu'on n'ose pas finalement franchir, c'est identifier tous ces cercles aujourd'hui, ces déconstructeurs, c'est ainsi que je les ai appelés, qui nourrissent ce discours-là. Nous sommes... C'est-à-dire les islamo-gauchistes par exemple? Vous mettriez en cause certains hommes politiques Moi je dis l'islamo-compatible. Les islamo-compatibles, parce que malheureusement, à droite comme à gauche, pendant des années, il y a eu des compromissions, soit pour des raisons électorales, soit pour des raisons idéologiques, mais les deux mènent au même résultat. C'est ça qui est terrible. Mais votre titre s'appelle Insoumission française, fait penser à un parti qui s'appelle la France Insoumise. Vous aurez compris que c'est une référence un peu ironique. Oui, ironique, parce que souvent ce parti est accusé de certaines tolérances à l'égard de ces thèses. Il y a une tolérance, il y a une perméabilité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler au nom de Français de culture, de confession musulmane en disant qu'ils sont éternellement des victimes. Pourquoi parler en leur nom ? Si ce n'est pour les considérer aujourd'hui comme les nouveaux damnés de la terre et de vouloir construire aujourd'hui un discours et une idéologie qui ne correspond pas à la majorité de ces personnes. Ni eux, ni moi d'ailleurs, ne peuvent incarner ni personne d'autre. Ces Français, parce qu'ils sont d'abord Français, et ne les voir que par soit la religion, soit la race, soit le genre, puisque je parle aussi de Sarah, eh bien c'est ça. Ce sont les déconstructeurs qui ne supportent pas qu'il y ait du commun à la fin. Oui, d'ailleurs, vous dites, il y a finalement une convergence de l'ensemble de ces combats. Que vous parliez du genre, on parlait des féministes, les néo-féministes, même des écologistes, radicaux. Et voilà, des radicaux, et au fond, qui quelque part ont intérêt à s'entendre
contre la France. Au fond, c'est ça que vous dites. Il y a une masse moi je dis, ce sont des groupes, on m'oppose souvent, on me dit ils sont minoritaires. Oui, mais les minorités font souvent l'histoire, tout simplement parce qu'ils ont une masse d'intérêts convergents. On les retrouve dans des domaines aujourd'hui politiques, médiatiques, sociaux, théologiques. Et à travers ces médias qui portent aujourd'hui, eh bien, ils ont une voix de plus en plus importante, avec un seul point commun ou un socle commun pour le moment, qui est une forme de déconstruction de la France, de l'histoire, déboulonner, punir, tout cela. Mais il peut y avoir aussi un choc, ce que j'explique dans le livre, parce qu'au bout d'un moment, à force de défendre la même victime... On pourrait recréer du sacré, on pourrait recréer quelque chose autour de l'idée de république et de nation. Le sacré, ça n'a rien de tabou. Le sacré, débarrassé de ses oripeaux religieux, pourrait rassembler les Français de toute culture, de tous horizons, pour dire que le sacré, finalement, c'est la France. Et c'est de la comprendre. L'histoire, sans jamais, on le dit, renier ces parenthèses. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire il faut déconstruire notre propre histoire. Mais au contraire, il faut l'expliquer, il faut l'appréhender. C'est ainsi qu'on peut avancer. Oui, il y a des choses, vous avez l'impression qu'on n'a plus le droit de dire. Mais bien sûr. Parce que vous dites carrément dans ce livre qu'à certains moments, il y a une forme de censure. Vous êtes accusé immédiatement des pires qualificatifs. Je ne peux pas dire qu'on est censuré, parce qu'avec la tribune médiatique que nous avons, etc., et merci de me recevoir, il est impossible de dire qu'on est censuré. Ce que je dis, c'est que vous êtes tout de suite... c'est ce que j'appelle le cercle de la respectabilité. C'est-à-dire que si vous ne partagez pas ces combats, vous n'êtes pas considéré comme progressiste. Si vous ne partagez pas ces thèses, vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un d'humaniste qui comprend aujourd'hui les discriminations. Mais nous tous, on les comprend, les discriminations. Mais on estime aujourd'hui que ce n'est pas en faisant du genre, de la race, du sexe, de la religion, l'alpha et l'oméga d'un combat que vous faites aujourd'hui avancer le pays. Oui. C'est ça le plus important. Oui. Quand je reprends le titre, encore une fois, du portrait pleine page que vous accordez Libération, c'est directrice de la réaction. On se dit, ça veut dire quoi? Et vous accuse d'être réactionnaire. C'est quoi qu'il y a derrière ce mot réaction? Peut-être de la manière dont ils l'ont écrit, oui, mais moi je ne rejette pas ça, la réaction, d'ailleurs, à travers parfois les entretiens que j'ai, notamment à la radio. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de susciter véritablement la réaction, le débat d'idées, ce qu'on n'a pas en France, qui était vraiment la quintessence du débat d'idées aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien rencontrer, et je les ai rencontrés d'ailleurs, lors d'interviews, Alice Coffin. Oui. Pourquoi elle ne veut pas venir sur votre plateau? Elle est venue, oui. Elle est venue, ça s'est passé de manière assez rude, mais je n'avance pas masquée, c'est-à-dire mes convictions sont connues. Moi, j'estime qu'elles transcendent aujourd'hui les partis politiques. Ce sont des engagements qu'on a tous, finalement. Oui. C'est pour, Assa Traoré n'a pas voulu venir. Oh, je crois que c'est un peu compliqué, mais... Oui. Vous lui diriez quoi si elle venait? J'aimerais bien opposer quand même ces thèses et voir à l'épreuve un petit peu de la réalité ce que ça peut donner. Oui, mais vous lui diriez quoi? Vous lui diriez qu'elle ne parle pas finalement au nom de tous ceux qu'elle croit représenter, peut-être? Qu'est-ce que vous lui diriez en fait? Non, je ne lui dirais pas cela. Moi, j'irais assez loin sur le nouvel antiracisme aujourd'hui, qui est une forme de racisme. Je lui opposerais... Vous lui diriez qu'elle est raciste? J'ouvrirai en tous les cas un dictionnaire et je verrai la définition de ce qu'est le racisme aujourd'hui. Quand vous élevez la race au-dessus de tout, quand vous parlez de la race comme d'une forme de religion aujourd'hui, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'être raciste? Oui. Mais c'est tout simplement en enfermant quelqu'un dans une assignation raciale, c'est la définition du racisme. Oui, vous dites au fond, les branlés, les tonner, je ne crois pas. Je crois qu'elle en est bien consciente. Oui, alors, ça veut dire qu'au fond, ceux qui justement prônent cet antiracisme-là, finalement glorifient la race. Mais on n'en parlait plus d'ailleurs de la race jusqu'ici. Hein. Mais personne ne nie qu'il y ait des discriminations. Personne ne nie qu'il y ait évidemment des parcours plus difficiles que d'autres en France. Mais de dire du matin au soir à ces mêmes personnes qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles sont enfermées dans cette case-là de la race, de la religion, dans ce finalement, une forme d'assignation à résidence, c'est impossible d'avancer. Oui, vous dites, au fond, on risque une déconstruction de la civilisation. Ça Carrément. peut paraître... Oui, mais qu'est-ce que c'est que la civilisation française, quoi? Une civilisation? Écoutez, moi, je viens d'un pays, je suis née en Tunisie, où on peut exalter et sublimer son pays, où il n'est pas interdit d'aimer son pays. Je me suis toujours demandé pourquoi en France, ce n'est pas possible de le dire sans être renvoyé justement à des extrêmes. Et j'y vois, moi, un risque civilisationnel. Quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez plus aborder tous les personnages de l'histoire, pour tout simplement en parler à vos enfants, pour expliquer qu'est-ce qui a construit la France, quelles que soient les zones d'ombre de ces personnages. Est-ce que ce n'est pas un risque civilisationnel? Vous créez une rupture anthropologique et historique avec le pays qui vous a construit. Oui, la France, c'est l'universalisme. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, Sonia Mabrouk? L'universalisme... Qui peut-être n'existe plus d'ailleurs. Non, je pense qu'il existe. Il a été en tout cas porté par d'éminentes figures. Puisqu'on parlait de la Tunisie et de la France, je vais vous citer Gisèle Halimi. L'universalisme, c'est Gisèle Halimi, féministe,
féministe et qui, quand il va y avoir l'affaire de Creil pour le voile à l'école, va tout simplement dire que pour elle, eh bien, il y a une limite. C'est-à-dire que cet outil, ce voile, ce vêtement peut représenter, elle ne dit pas d'ailleurs qu'il représente automatiquement un vêtement religieux ou politique, mais qui peut être un enfermement pour la femme. Vous voyez? C'est-à-dire que les combats, j'allais dire, féministes de Gisèle et Émilie épousent véritablement les combats des femmes, alors que les néo-féministes aujourd'hui ne vont jamais vous dire cela. Elles ne sont pas dérangées par le voile, au contraire. Oui, et alors vous dites même, pour ceux qui parlent de l'islam, qu'on ne les entend pas quand il y a des crimes qui ne sont pas évidemment dans ce camp-là, et que finalement vous leur reprochez finalement de ne pas s'exprimer. Je suis plus nuancée, en tout cas ça c'était dans les ouvrages précédents. Non, je pense qu'il y a une majorité silencieuse, mais là, mea culpa, et c'est une forme d'introspection pour les médias qu'on n'interroge pas souvent. Je pense qu'il y a une majorité de Français, de culture, de religion, de confession musulmane aujourd'hui qui vivent extrêmement bien en dehors de tous les débats que nous avons sur les valeurs, est-ce que c'est compatible avec la République, etc. et qui ne se posent même pas cette question-là. Cela, c'est quand même la majorité. Les autres, par contre, c'est un vrai problème. Ceux qui continuent à dire aujourd'hui que les valeurs ou la foi religieuse transcendent les valeurs de la République. Et moi, je continue à croire que ce n'est pas à cause de la République, que c'est de leur fait. Et c'est à eux d'épouser, c'est à eux de se rapprocher de cette culture et de cette civilisation, finalement. Et ce n'est pas la faute de la France. Oui, et Sonia Mabrouk, vous vous définiriez comme insoumise. Vous voulez... Oui, c'est un peu transgressif, subversif, pourquoi pas. Oui. Mais l'insoumission, vous savez, c'est un impératif. Je veux dire, c'est pas un appel. Moi, modestement, je ne vais pas lancer un appel. C'est un impératif pour, je veux dire, rejoindre des valeurs qui me paraissent être le bon sens un peu dénaturé aujourd'hui. Mais c'est une intelligence instinctive. C'est l'amour de son pays, des paysages, de sa culture, tout simplement, sans renier et nier ses origines. Vous avez dit l'amour de son pays. Peu, finalement, le disent, ça. Son pays. Déjà, le considérer comme son pays. Je vous dis ce que je ressens. Ouais. C'est quoi la France pour vous, Sonia Mabrouk? La France, pour moi, les premières images, c'est quand même les paysages. Ça dit quelque chose beaucoup, hein, les paysages d'un pays, d'une richesse, d'une diversité. Et puis, c'est aussi quand même une culture, une histoire. Moi, j'ai appris la France à travers les livres, de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça reste un idéal. Et je pense que le mot idéal, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un vrai projet. C'est le sacré. Et à travers le sacré, c'est la France. Merci, Sonia Mabrouk. Insoumission française, en toute liberté, publiée aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue ici.